Monde en direct. 18h24, elles étaient 2675 en 1928, elles sont 581 aujourd'hui, mais combien seront-elles demain ? C'est le nombre et la taille des communes qui est en discussion ce soir dans Allô le Monde, à moins de 2 semaines des élections communales. La fusion des communes qui est devenue une pratique extrêmement rare depuis 1976. Le cas de Bastogne-Bertogne est une exception. Pourtant, il faut savoir que les fusions sont encouragées par les gouvernements wallons et flamands et que de nouvelles fusions permettraient des économies d'échelle. Mais voilà, c'est un sujet particulièrement sensible, notamment parce que le sentiment d'appartenance à sa commune peut être très très fort. C'est ce que vous êtes invité à nous confirmer ou à infirmer. Faut-il une nouvelle grande fusion des communes ? Qu'en pensez-vous ? Dites-le nous, 070 66 55 44, vos messages par WhatsApp au 0471 200 500 ou par courriel. Vos questions ou commentaires à l'adresse endirect@rtbf.be. endirect@rtbf.be. Et ce soir, vous dialoguez avec nos deux invités, Jean Hendrix, professeur d'économie à l'UC Louvain. Bonsoir. Bonsoir. Et avec nous également Geoffrey Grandjean, président du département de sciences politiques de l'ULiège. Bonsoir à vous. Bonsoir. Avant d'entrer dans la discussion, on va écouter des archives qui nous ramènent en 1975. Ce sont des membres du collège de Remouchamps qui s'opposaient à l'époque contre la fusion avec Éolia. Les remoucassiens ne viendront jamais aqualiers. Il ne sera pas possible de faire un aqualien dans le victoire de Remouchamps. Ce n'est pas une question financière à proprement parler. Depuis que nous sommes communes séparées, nous avons prospéré à Remouchamps et devons-nous être très bien avec une commune qui aura des problèmes. Si vous appelez mes petits villettes, qu'on vous strolait à monnaie, qui piedrait à cause de fusion, Ticourt, Guillaume et même Tinou. Voilà, ça c'était en 1975. Vous parlez bien le wallon, vous, il me semble, Julie, non ? On entend toutes les langues dans le Monde en direct, c'est ça qui est bien. Ouais, le wallon de Liège, moyen. Hein. Ouais, bon, on a plus ou moins compris l'idée, en tout cas. On a compris qu'on n'aimait pas la fusion des communes en 1976, que ça avait créé beaucoup de remous. Et c'est vrai que c'est peut-être parce que ça a laissé des traces que c'est aussi difficile, Jean Hendrix, aujourd'hui, d'aborder ce thème sereinement. Beaucoup de communes y ont réfléchi, évidemment, avec la proposition de la région wallonne qui encourage cette fusion des communes, y compris financièrement. Beaucoup y ont pensé, beaucoup y ont renoncé. Oui, donc je pense qu'il y a deux. C'est d'abord, comme on le voit dans le reportage là, c'est très émotionnel. Les gens sont quand même attachés à leur village, à leur clocher. Et une deuxième raison, c'est que, soyons clairs, c'est pas non plus dans l'intérêt des élus locaux de le faire. Tout comme c'était pas dans l'intérêt. Ça fait moins de personnel politique. Ben oui, évidemment. Au lieu de bourgmestre, vous n'en avez plus qu'un. De premier échevin, vous n'en avez plus qu'un, etc. La liste est longue. Mais donc la question c'est, est-ce que c'est nécessaire ? Donc l'émotion c'est important, je suis conscient, c'est ce qui fait aussi bouger les gens, mais la raison parfois est aussi importante, et ici on a presque un drame dans certains cas de communes, un drame de finances publiques locales dont on parle très peu et qui ne va pas aller en s'améliorant, et c'est pour anticiper cela notamment, c'est parce que les dépenses de pension, notamment au niveau des communes, sont en train complètement d'exploser. Les gens ne savent pas que les charges de pension du personnel communal sont à charge totale des communes. Les communes n'ont pas les moyens, en fait, d'assumer. Donc ça. il ne faut pas perdre de temps. Selon vous, il faut y aller tout de suite vers de nouvelles fusions ? Mais ce que je constate, c'est qu'en Flandre, on y est allé. On n'y est pas allé par plaisir, et je pense qu'on a exactement les mêmes objections. Parfois, je peux vous donner des exemples d'objections encore plus amusantes. Une petite commune à proximité d'Anvers refusait la fusion parce qu'elle disait que ça allait faire venir tous les migrants d'Anvers sur son territoire. C'était mener une campagne par le Vlaams Belang. Enfin, on peut utiliser tous les arguments qu'on veut, mais je constate qu'en Flandre, la dynamique est en route. Et ce sont exactement les mêmes incitations financières, reprise de dette de 500 € par habitant, et des encouragements en termes de... les dotations aux communes sont calibrées. Si vous fusionnez, vous avez plus de dotations aux communes, parce que l'équation de financement des communes par la région est calibrée sur la taille de la commune. Les plus grandes communes reçoivent plus, proportionnellement plus. Et c'est vrai que il y a vraiment une différence de culture à ce niveau-là. On le voit entre la Wallonie et la Flandre. Vous mentionnez dans votre étude, Jean Hendrix, la grande étude que vous avez menée sur la fusion des communes, qu'aujourd'hui,
La taille moyenne, c'est 13 000 habitants en Wallonie. En Flandre, on est à 21 000 et c'est encore loin de ce qu'on voit aux Pays-Bas, puisque là, les communes font 45 000 habitants. Ouais. Geoffrey Grandjean, vous êtes avec nous également ce soir. Comment est-ce que vous analysez, vous, cette différence en fait entre la Wallonie et la Flandre? Comment est-ce que ça s'explique? Pourquoi est-ce qu'on est beaucoup moins réceptif? La notion de proximité, de clocher est plus vivace. Comment est-ce que vous voyez ça en tant que politologue? C'est peut-être le statut qu'on veut donner au niveau communal dans le paysage politique, qu'il soit belge, wallon, flamand ou bruxellois. Et c'est ça l'enjeu, parce qu'on voit bien que les communes, depuis déjà un certain nombre d'années, souffrent financièrement, parce qu'il y a également de la part des niveaux de pouvoir supérieurs, que ce soit l'État fédéral, que ce soit les régions, que ce soit les communautés, qui reportent une partie de la charge financière sur les communes. On a parlé des pensions à l'instant, mais on peut aussi souligner toutes les politiques sociales qui visent à exclure les chômeurs et qui font qu'à un moment donné, une série de citoyens vont se tourner vers le CPS. Et donc c'est peut-être ça finalement que ça interroge, c'est quelle est la place des communes dans notre paysage politique, avec peut-être aussi, on parlait des élus, une mise en garde, parce que on a bien vu lors de l'expérience de la fusion des communes de 50 ans, il y a 50 ans que il y avait eu des stratégies politiques de charcutage électoral pour pouvoir aussi façonner la carte électorale à sa sauce, et aussi cet éloignement entre le monde politique et les citoyens, le niveau local qui est peut-être le niveau le plus proche. Alors c'est clair que ça coûte à des élus parce qu'ils auront moins de mandats, mais en même temps c'est aussi développer une fonction politique qui est plus proche des citoyens, qui est peut-être parfois plus constituée d'amateurs et qui s'investissent moindrement par rapport à des professionnels de la politique. Aussi peut-être réduire le poids des partis politiques, parce que si vous êtes sur des grosses entités avec 30, 40 000 habitants, vous allez donner évidemment plus de poids aux partis politiques. Donc je dirais que ça interroge véritablement la vitalité de notre système démocratique, avec quand même, moi je pose toujours la question quand je suis face à mes étudiants ou face à des élus, est-ce que la fusion de 75 a été bien digéré? J'ai encore l'impression qu'il y a parfois des vœux réflexes de village. Aller en province de Luxembourg, demander à des élus de s'adjoindre les services d'agriculteurs pour le déneigement, vous verrez qu'on va chercher des agriculteurs des villages historiques des communes, ce qui montre qu'en fait on n'a peut-être pas totalement bien réussi la fusion de 75. On va accueillir au téléphone un bourgmestre, c'est le bourgmestre de Trois-Ponts qui est en direct avec nous, Francis Bérin. Bonsoir à vous. Bonsoir tout le monde. Et merci d'être là. Vous n'êtes pas tellement enthousiaste à l'idée de fusionner avec la commune voisine, avec la commune de Stavelot. Quels sont vos arguments? Ce n'est pas tellement une fusion, c'est plus une absorption. Stavelot compte 7500 habitants, Trois-Ponts 2500, donc on risque d'être relégué à une banlieue de Stavelot. C'est ce que le conseil communal avait décidé il y a 2 ans lors de l'approche, et je viens d'entendre vos deux invités dont les motivations, elles sont celles-là, l'esprit de clocher, le frein des mandataires des petites communes. Et alors Trois-Ponts a une histoire un petit peu particulière, puisqu'avant la fusion de 76 ou 77, il y a eu une fusion volontaire en 72 qui s'est aussi très mal déroulée. La fusion de 77 n'a fait que confirmer celle-là. Et je pense que... Donc vous n'avez pas encore digéré tout ça, comme le soulignait à l'instant Geoffroy Grandjean? Je vous invite un jour à faire un tour dans les villages et vous aurez vite compris qu'ils sont attachés à leur terroir, à leur clocher, à leur manière de vivre. Ils n'ont jamais pu intégrer Trois-Ponts et ça se conserve. Et ça se confirme encore à l'heure actuelle. Merci pour cette intervention, monsieur Bérin. Bourgmestre de Trois-Ponts, 2500 habitants, c'était rappelé par le bourgmestre à l'instant. Pour vous, ça semble aberrant, ça, Jean Hendricks, à l'heure actuelle, une commune de 2500 habitants par rapport aux défis qui sont ceux des communes aujourd'hui, en termes d'aménagement du territoire, de pensions, de toute une série de choses, vous les avez rappelés? Oui, surtout aussi en termes de gestion du personnel, en fait, parce qu'on a... Ressources humaines. Les petites communes ont un vrai problème, en fait, pour recruter du personnel qualifié avec ces petites tailles, en fait. Et pour faire face, comme vous le dites, à des problèmes d'inondation, d'éclairage électrique, d'appel d'offres sur des marchés où on peut obtenir des subsides, tout ça, il faut des gens qui soient en capacité d'instruire les dossiers. Et donc, il y
y a un désavantage important par rapport aux plus grosses communes qui prennent tous les subsides en fin de compte. Donc ils n'ont plus parlons pas de la digitalisation, enfin toute une série de choses. Et donc elles se retrouvent pénalisées et ça c'est quelque part. Et c'est quoi l'ordre de grandeur de gain si on parle de finances, là, de budget, pour une commune comme celle-là, 2500 habitants qui fusionnerait avec Stavelot, 7500 habitants, ça rapporterait combien? 100 € par habitant, donc c'est ce qu'on a calculé. Une si petite commune que celle-là, c'est presque 200 € par habitant en fait, parce qu'on est vraiment en dessous du seuil de 5000. Et je rajoute à ça les 500 € de reprise de dette. Moi je ne connais pas la dette de cette commune, mais 500 € par habitant de reprise par la de région. Dette. Oui, par la région. Donc on a discuté de la symétrie Trois-Ponts et Stavelot. Il y a quand même Bastogne et Bertogne. Bertogne est petit, c'est de l'ordre de 3000. Bastogne, grosso modo, 17 000. Ça s'est pas fait non plus très facilement, mais ça s'est fait quand même. Donc la symétrie de taille ne me semble pas être un argument insurmontable. Geoffroy Grandjean, on comprend ici qu'il y a une espèce de rapport de force quand on parle de Trois-Ponts et de Stavelot, par exemple. Est-ce que la solution, ce serait pas de mettre plus de communes du coup autour de la table? Est-ce qu'on n'aurait pas moins cette impression du géant qui absorbe le petit si on mettait 3, 4, 5 communes ensemble? Méga fusion. C'est un peu ce qu'on avait fait d'ailleurs en 1976, puisque là on avait divisé le nombre de communes par 4 à peu près. Oui, en fait là vous soulevez un argument intéressant, c'est quand vous regardez du côté flamand, ce qu'ils ont mis en place à côté de ces fusions volontaires, c'est des régions de référence, c'est-à-dire que les collaborations entre communes vont être limitées sur un territoire particulier de manière à forcer ces collaborations entre communes entre elles, mais dans un espace relativement limité. Vous pourriez alors, et c'est ce qu'a fait la région wallonne avec des appels à projets supracommunaux, se dire mais on va d'abord inciter les communes à collaborer entre elles dans une série de secteurs. Et on a pu constater, notamment sous le précédent gouvernement Di Rupo, que cet appel à projets supracommunaux a permis de déterminer 14 grands ensembles supracommunaux sur le territoire wallon, avec quelques communes qui ne sont pas rentrées dans la danse. Maintenant, il y a, en fonction des territoires, on a pu constater que ça n'a pas fonctionné, c'est-à-dire que mettre toutes ces communes autour de la table, alors qu'il existe déjà par ailleurs d'autres structures, des conférences de bourgmestres, et on peut interroger aussi le rôle des provinces évidemment dans ce paysage, eh bien on se rend compte que ces appels à projets supracommunaux ont parfois entraîné une absence de collaboration entre les communes. Donc ce n'est pas en ajoutant des partenaires ou des communes autour de la table que vous allez peut-être réussir davantage la fusion. Est-ce que, on entendait tout à l'heure les bourgmestres de Bastogne et Bertogne dans la première partie de cette émission, messieurs Franco et Ludgen, ils disaient si les communes n'y vont pas maintenant, elles seront de toute façon obligées de le faire à terme parce qu'on va imposer cette fusion du commune. Geoffroy Grandjean, est-ce que vous pensez que c'est vers ça qu'on va? En tout cas, on voit bien que la tendance, si vous regardez depuis les 20 ans, on a commencé d'abord avec l'idée de bassin de vie. Souvenez-vous, c'était Paul Furlan avec cette idée qu'il y avait des bassins de vie articulés autour d'une ville. Et puis on est passé vers l'idée de la supracommunalité sous le gouvernement Di Rupo et maintenant sous le gouvernement d'Olimont. On voit bien qu'il y a une volonté à un moment donné d'interroger le rôle des provinces. Qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit cette idée qu'on est en train d'avoir une organisation politique et spatiale des collectivités locales imposée davantage par le haut. Et donc on voit bien qu'à un moment donné, dans ces contextes budgétaires difficiles, on va peut-être aller en effet vers des fusions obligatoires parce que on va rediviser la carte politique de l'entièreté de la région wallonne. Monica nous envoyait un message sur WhatsApp et elle se demande si on n'a pas assisté au fur et à mesure de l'élargissement des communes au fil des décennies à une montée de l'extrême droite et elle pense en particulier à la Flandre. Autrement dit, dit-elle, des services publics de proximité forts n'ont-ils pas un intérêt à contrebalancer avec les sacro-saintes économies d'échelle? Que répond l'économiste Jean Hendricks? Justement, je vous ai donné l'exemple du Vlaams-Wallon qui s'opposait à la fusion des communes sous prétexte que ça allait faire venir tous les migrants d'Anvers dans leur commune regroupée. Donc là, franchement, je trouve que c'est pas vraiment un très bon argument. Je pense qu'il faut bien dissocier proximité et fusion. On peut fusionner pour en fait avoir un back-office, enfin un service, si vous voulez, intégré administratif, tout comme on peut intégrer des CPS dans les services sociaux d'une commune aussi. Et donc faire une série d'économies d'échelle qui permet d'être plus présent sur le terrain et d'offrir des services de meilleure qualité sur le terrain. Donc dissocions bien les deux. On va pas supprimer les villages en fait, on va pas supprimer les églises, on va rien supprimer, on va peut-être avoir plus de piscines aussi disponibles pour les élèves dans les écoles qui n'ont plus accès à aucune piscine. On va avoir des infrastructures sportives un peu plus modernes, on va avoir des pistes cyclables qui ne s'arrêtent pas en passant d'une commune à l'autre. Enfin, on va avoir une meilleure cohérence. Et la taille idéale, c'est quoi, Jean Hendricks?
Mais budgétairement, moi je ne peux pas non plus l'écrire, mais budgétairement, en termes de coûts, vous pouvez vraiment réduire le coût de personnel et des frais de fonctionnement avec une taille autour de 20 000 habitants. Ça, c'est sur base des budgets wallons, c'est ce que j'ai établi, oui. Il n'y en a pas beaucoup des communes de 20 000 Non, on a habitants, 80% des communes qui sont en dessous. Je rigole, mais ça montre quand même... qu'il y a des économies assez importantes qui pourraient être faites, mais les économies peuvent être réinjectées pour offrir des services supplémentaires. C'est ça qui est important. C'est pas de faire des économies pour des économies ici. C'est gaspiller moins d'argent. Je rappelle quand même qu'on a 2 fois plus de mandataires politiques au niveau local en Wallonie qu'en Flandre. C'est quand même important aussi de savoir ça. Une dernière question pour vous, Geoffrey Grandjean. Ce serait quoi, selon vous, les principaux avantages, en fait, liés à une fusion des communes, surtout quand on est avec des très petites communes, 2, 3, 4 000 habitants? Et moi, je dirais que c'est clair qu'en termes, ça a été dit, en termes de personnel, ça va peut-être permettre en effet de pouvoir avoir pour les communes du personnel, parce que les communes ne sont plus attractives en termes notamment de matière juridique, de marché public, mais également en termes d'environnement, d'urbanisme, etc. Avec des législations qui se complexifient. Exactement. Et donc, on voit bien que là, il y a véritablement un manque qui se fait ressentir au niveau des communes. Maintenant, il faut être prudent pour les petites communes. Et je vais prendre un exemple très concret pour illustrer ça. Rapidement, imaginons Stoumont qui fait 3150 habitants. C'est une commune avec 520 km de réseau communal. On pourrait se dire on va la fusionner avec l'Erneux, 444 km de réseau communal. Je ne suis pas sûr que vu la petite taille de ces 2 communes, ce soit le plus efficace ou le plus efficient de faire reposer sur le poids des agents communaux un peu moins de 1000 km de réseau communal. Et donc il va falloir réfléchir à tous ces aspects très concrets qui sont très locaux et qui sont liés à des territoires en fait. Merci beaucoup Geoffrey Grandjean et merci à vous Jean Hendrix d'avoir été les invités d'Allô le Monde ce soir. 18h41 quand l'amour occupe tout l'espace, quand un amour est obsession totale, tout pour moi, le nouveau Clara Luciani sur la première. Bon début de soirée avec nous.